Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pen Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2023. Je suis avec Constant. Comment ça va, Constant? Bah ça va bien. Déjà bonne année à tous, puisque C'est c'est, vrai, comme tu as bonne dit, année c'est tout le le monde. premier podcast 2023. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous et à vos proches. On vous souhaite une belle année Thunder aussi. Là, on est dans une période assez satisfaisante là, d'un point de vue Thunder. Les gens commencent petit à petit à retrouver l'espoir. Tu vois, si voilà, toi qui es un grand fan de Star Wars, on pourrait appeler ça un nouvel espoir là, cette période. Puis voilà, très heureux de vous retrouver pour parler d'un des motifs d'espoir de ce dernier mois. Exactement, déjà encore une fois bonne année à tous. On se souhaite et on souhaite à tout le monde une bonne année avec OKC. Comme tu l'as dit, on va pas forcément aborder collectivement et tout ça cette bonne période. On va garder ça plutôt peut-être pour un live qui arrivera prochainement, peut-être ce week-end. Mais on va parler d'un grand bonhomme actuel, on va dire. C'est Josh Giddey. Il va avoir droit, enfin, j'ai envie de dire, à son podcast uniquement consacré à lui. Il y a eu plusieurs joueurs qui ont déjà eu cet honneur, c'était chez le dernier notamment, et c'est autour de Josh Giddey. On avait oublié un peu, en fait, on s'est dit mais pourquoi on n'a pas fait sur lui? Bah voilà, là, voilà, on le fait. Alors, on a pensé à faire JRE avant de faire Josh Ouais, Giddy. Ça c'était veut ça. dire à quel point on l'a zappé le Josh. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais juste faire un petit retour sur le début de carrière de Josh Giddey, début de carrière assez court pour l'instant. Il a été drafté en 6, il a maintenant 2 ans, c'est sa deuxième saison. Il a fait ses débuts de professionnel en Australie, donc parcours assez atypique. Il était l'un des plus jeunes joueurs de la draft. Il a été drafté en 6 par OKC, on se souvient de la réaction de Constant pendant ce live draft, mais c'était une grosse surprise à ce moment-là, Mm. qu'il arrive en 6, il était pas mal annoncé en 10 notamment. Et si ses qualités de passe et de créateur sont flagrantes dès sa draft et son potentiel en tant que meneur de grande taille fait forcément envie, il y avait en fait des défauts qui l'empêchaient d'aller encore plus haut et peut-être de le voir en 6 à un moment. C'était un petit manque de qualité athlétique, un manque de défense et surtout un manque d'adresse au tir, un manque de tir. Des gros défauts, quoi. Des gros défauts quand même, ouais. Et dès ses débuts en NBA, il prend quand même tout de suite sa place dans le 5 du Thunder. Après quelques semaines de rodage, il prend rapidement même ses marques, j'ai envie de dire. Il devient très vite l'un des rookies les plus productifs de cette saison-là. Il attire un peu la lumière sur lui parce qu'il va gagner tous les trophées de rookie du mois, sauf le dernier où il est blessé. Et il sera d'ailleurs aussi au All-Star Weekend. Il avait fait le Skills Challenge en plus du Rising Star, non? Je crois bien, ouais, il avait dû faire. Non, ouais, si, il avait fait le Skills Challenge parce que c'était leur truc nul là où il y avait Team Rookie contre les Cavs, contre de la G-League, je crois. Donc il était avec Cade et Scotty Barnes, si je dis pas de bêtises. Enfin, les trucs du All-Star Weekend. De toute façon, cette année, on regardera que le match du Chez. dimanche soir parce qu'il y aura Shea qui sera là. Et c'est surtout, il marque un petit peu la NBA parce qu'il signe des très grosses performances, notamment lorsque Shea n'était pas là, et il devient le plus jeune joueur de l'histoire à finir en triple-double. Ce qu'on voit de sa première saison, on va y revenir petit à petit dans cet épisode, c'est que Giddey est déjà élite à la passe dès sa première année. Il a quand même des dimensions physiques qui sont très intéressantes pour un pseudo-meneur, il sait servir de son corps, il apporte grandement en rebond, mais ces défauts qu'on a énumérés avant, ils sont quand même bien présents, ils sont toujours là. Et pour sa deuxième saison, on attendait surtout de le voir à côté de Shea, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup mentionné toi et moi, et on attendait on attendait la confirmation de tous ces flashs un petit peu exceptionnels entrevus lors de son année rookie. Les débuts, ça on va y revenir aussi, ont été très difficiles cette année, notamment au tir, et là, depuis une grosse vingtaine de matchs, on va dire, il a clairement trouvé ce rythme de croisière, on voit même des gros progrès sur pas mal d'aspects du jeu, on va en reparler. Voilà pour le résumé. Constant, toi, allez, on est presque à mi-saison maintenant, on y est même d'ailleurs, je crois. Mais il manque un match, ouais. Voilà. Comment tu situes un petit peu Giddey actuellement? C'est quoi pour toi son début de saison? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on est en progrès? Est-ce que t'es déçu ou pas? Comment tu te sens? Bah déjà, il faut savoir que Josh Giddey, c'est quand même un éternel bosseur. Parce que ses deux parents étaient des joueurs de basket, sa sœur était à Oklahoma, etc., etc. Mais c'est surtout quelqu'un qui est parti de loin. Moi, j'ai lu des histoires en Australie, quand il était plus jeune, personne voulait le sélectionner dans les équipes, personne voulait le recruter. Et au fil des années, il a pris en taille et il a continué à progresser, à progresser. Donc je trouve que ça résume bien la carrière de Josh Giddey en NBA actuellement. C'est un joueur constamment en progrès, dont il faut jamais douter, que ce soit l'éthique de travail ou que ce soit la volonté de progresser.
Je sais que voilà, on va pas se mentir, le début de saison de Josh Giddey était vraiment pas bon. J'ai vu beaucoup de gens lui tomber dessus. J'ose dire que je faisais partie de ceux qui disaient calmez-vous, laissez-lui un peu de temps parce que l'an dernier c'était pas non plus exceptionnel. Et là depuis c'est le Swift, c'est vraiment le 1er décembre quoi. Je sais pas ce qui lui est arrivé à partir du 1er décembre. Il a vu que les gens le critiquaient sur Twitter, je crois. Peut-être, mais en tout cas c'est sûr qu'il a vu les fans le critiquer sur Twitter, ce qui d'ailleurs renvoie une mauvaise image de la fanbase du Thunder. Mais oui, il a progressé. Moi je trouve que c'est un joueur qui m'étonne dans ses progrès et qui m'étonne qui m'étonne dans sa courbe de progression et qui m'étonne sur les points dans lesquels il progresse. On va en parler durant le podcast, mais le tir, qui est vraiment l'élément majeur et l'élément que tu dois retenir de la saison de Josh Giddey jusqu'ici, c'est vraiment peut-être de tout ce que j'ai pu voir du Thunder cette saison, c'est peut-être, et pas seulement lui, tous les joueurs inclus, c'est peut-être l'élément qui me satisfait le plus et auquel je suis le plus surpris. Parce que je m'attendais vraiment pas à avoir une telle courbe de progression. Donc gros bosseur, grosse éthique de travail, pas flamboyeur pour un soupe, dans le sens où il n'est pas prétentieux, c'est quelqu'un de plutôt calme, qui va rarement faire des phrases, que ce soit sur le terrain ou en dehors, niveau comportement, etc. Donc voilà, quelqu'un concentré sur le basket et qui m'étonne match après match. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a eu un switch à un moment, là, notamment au mois de décembre, comme tu l'as bien dit, où même nous on le vit bien sur Twitter ou autre, même dans les critiques des fans ou autre, ça a complètement basculé, et maintenant il y a de plus en plus d'articles, même d'articles de médias nationaux qui parlent de un petit peu la progression de Josh Giddey. J'en ai vu plusieurs là ces dernières semaines. Sauf John Holliger, qui est toujours le hater du Thunder en chef, qui a mis... Alors John Holliger, je sais pas ce que Sam Presti lui a fait. John Holliger, il était à Memphis avant, pour ceux qui savent pas. Peut-être qu'il a des mauvais souvenirs de campagne de playoff où les Grizzlies se faisaient taper, mais il a fait un recap sur les sophomores, parce que la classe 2021, de la classe de draft NBA 2021, les sophomores, c'est un peu compliqué, et il les a classés par groupe. Et en gros, il a mis que Josh Giddey, il était en eau trouble, dans le sens où c'est pas satisfaisant, sachant que quand tu vois la saison de Josh Giddey, elle est tout sauf en eau trouble, mais voilà, c'est John Holliger. Ça fait une bonne transition, parce qu'au début, je pense que tout le monde commençait de le mettre en déception un peu sur la saison, et là, sur les 20 derniers matchs, c'est presque une satisfaction. On fait ça, nos trophées, là, sur les previews, parce que il progresse super bien, et notamment sur certains points, on pouvait espérer, mais on s'y attendait pas forcément d'une telle progression. On va revenir en profondeur sur le tir, ça va être notre premier point. Mais je trouve qu'il progresse aussi avec une certaine maturité. Tu l'as dit, c'est pas un joueur qui flambe, c'est pas un joueur... même par rapport à l'année dernière, où forcément, sans Shai, il a eu des grosses perfs, des triples-doubles, etc. Là, en fait, c'est des matchs, souvent, où il est bon, mais sans tirer la couverture à lui, sans effacer tout le monde, sans faire un one-man show où il joue tous les ballons. En fait, c'est d'une progression mature, encore une fois, parce que il progresse sur des trucs utiles dans le futur pour lui, utiles dans son jeu déjà actuel aux côtés de Shai. Il progresse en efficacité, il progresse dans ses choix, dans plein de choses. Limite, il a encore plus enlevé ses frasques à la passe, etc. par rapport à l'année dernière. Petit à petit, il a encore plus de lisser son jeu et d'être de plus en plus propre. Voilà, c'est pas une progression quantitative où juste il a plus de ballons et plus de choses là. Au contraire, même quand on va regarder les chiffres, je pense en profondeur, on va se rendre compte que il progresse sur des sélections de tir, il progresse dans les pertes de balles, il progresse en pourcentage, il progresse un peu partout sur des facteurs clés qui peuvent être des points qui peuvent l'amener au final bien plus haut, peut-être que ce qu'on pouvait imaginer, peut-être que certains l'imaginaient très haut, mais je pense que toi et moi, maintenant on pourra se poser la question en fin de cet épisode, jusqu'où il peut aller, parce qu'il a que 20 ans, et quand on voit ce qu'il produit déjà sur le terrain, et ce qu'il a pu produire même sur sa saison rookie, tu peux te demander jusqu'où ça va aller, parce que notamment, si le tir continue d'être à ce niveau-là, tu t'enlèves beaucoup de problèmes avec lui en fait. Oui, de toute façon, on le savait au moment de sa draft et on le savait à la fin de sa saison rookie. Le tir, c'était le swing factor chez Josh Giddey. C'est-à-dire que là, t'as un Josh Giddey à 28% à 3 points. C'est pas du tout le même plafond que tu peux envisager si t'as un Josh Giddey qui est à 35% à 3 points, comme c'est le cas actuellement. C'est que... Actuellement, on pourra peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur le tir après, mais les défenseurs le laissent encore souvent ouvert à 3 points.
il continue de sanctionner, notamment parce qu'il a changé sa sélection de tir au niveau des tirs à 3 points. Il prend beaucoup moins de pull-up que l'an dernier. Il prend quasi exclusivement que des catch and shoot cette saison. C'est aussi parce que le collectif du Thunder est mieux huilé cette année que l'an dernier. Mais il y a un moment où en fait les défenseurs vont devoir close out sur lui parce que il continue de les planter en fait. C'est que ok, sur 2 semaines, tu peux te dire, bon, il a pris feu, même là actuellement, il a 45% à 3 points depuis le 1er décembre. Bon, tu te dis, il y a un moment où ça va baisser. Josh Giddey va pas tourner à 45% à 3 points jusqu'au restant de la saison. Mais tu prends les stats, tu vois que globalement, il est à 35% à 3 points, ce qui est à peu près le league average au niveau de la réussite. Tu te dis, bah si Josh Giddey est un shooter ne serait-ce qu'average, bah ça lui permet ça ouvre toute une autre partie de son jeu, ça va lui permettre d'être plus dangereux parce que les défenseurs vont sortir sur lui et donc ça va entraîner tout un tas de choses pour ses coéquipiers. Donc oui, le tir c'est vraiment le swing factor de Josh Giddey et la progression au tir de Josh Giddey est peut-être bien plus en avance que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais c'est sûr, mais on va y aller sur le tir, c'est le point, il faut qu'on commence par ça, on va commencer par son jeu offensif, et on va se focaliser sur son tir. Comme tu l'as très bien dit, il a déjà mal commencé, parce qu'il tirait vraiment mal sur le début de saison. Sur le premier mois, sur le mois de novembre, 24% à 3 points, 10 sur 42 en 16 matchs. Bon, c'était vraiment pas beau, et puis en décembre, comme tu l'as dit, 16 sur 37. Là, on approche des très hauts standards et des chiffres qu'on ne pensait pas atteindre, hein, honnêtement, hein, parce que à partir de quand t'es à 37%, quand t'es à 16 sur 37 et que là t'approches les 45%, comme tu l'as dit, et qu'au total même t'es à 35%, pour lui c'est très très honnête. Hein. Pour lui c'est très honnête avec 3 tentatives par match. Le premier point sur lequel on va peut-être se focaliser, c'est sur sa sélection. C'est de mieux en mieux, comme tu l'as dit, plus de catch and shoot auparavant. Tous ses tirs à 3 points ou presque sont ouverts ou grand ouverts. Concrètement, 38%, il a 38% à 3 points quand il tire wide open, donc c'est 17% presque de ses tirs, 31% quand il est juste ouvert, donc déjà il y a une différence pour ça. On pourra peut-être en discuter, mais peut-être qu'il faut qu'il accélère encore ses prises de décision ou sa prise de tir pour que quand il est juste ouvert, il garde un pourcentage très élevé. Mais globalement, comme tu l'as dit, les défenses le laissent tirer et à regret là actuellement parce qu'il est très adroit. On voit d'ailleurs qu'avec Shea, il y a de plus en plus d'actions où Shea fixe, il ressort pour Giddey qui va sanctionner notamment à 45 degrés, où il est très efficace, où il sent à l'aise. J'ai fait un petit peu mes devoirs, je suis allé voir son tir en Ligue australienne et j'ai regardé ses derniers tirs sur les derniers matchs pour voir s'il y avait une vraie évolution, parce qu'on en parle beaucoup, les journalistes le questionnent sur l'évolution de son geste, et en fait, c'est pas si flagrant que ça, honnêtement. S'il n'y a pas un changement drastique, et même lui dit, il n'y a pas un énorme changement, déjà il y a une vraie prise de confiance, et ça c'est sûr et on le voit, c'était pas son gros défaut, mais il y a ça, mais sur la gestuelle, moi de ce que j'ai pu analyser, c'est que niveau des pieds c'est un peu mieux, il avait énormément tendance, il le fait encore un petit peu quand il tire à avancer le pied droit et à que ses appuis finissent toujours décalés l'un de l'autre, ou même au départ de son tir c'était un peu ça, et là il commence de plus en plus avec les pieds au même niveau, et parfois il reste sur le même niveau, parfois il avance un peu le pied droit encore une fois, et même dans la resituation de ses pieds, notamment quand il fait des jab steps, il en fait de plus en plus par exemple prendre un tir, il resitue bien sa jambe droite correctement pour tirer, et après c'est juste un petit peu plus fluide sur la finition, ça finit un petit peu plus haut, voilà, le coude est un peu mieux, ça finit un petit peu plus au-dessus de sa tête, mais globalement, il n'y a pas une énorme modification de sa gestuelle. Je pense qu'il a pris énormément, surtout de tirs à l'entraînement, qu'il a fait énormément de répétitions, où il s'est appliqué sur 2-3 détails, et voilà, globalement, il n'y a pas une énorme différence. T'as quand même l'impression qu'il subit moins le tir cette année que l'an dernier. L'an dernier, t'avais vraiment l'impression qu'il poussait la balle sur certains tirs. Oui. Qui tire. Là, cette année, non. Moi, je suis pas aussi expert que toi sur la mécanique de tir, mais il y a rien de flagrant. Mais tu sens quand même que, d'une part, oui, les tirs sont pris avec plus de confiance, et d'autre part, les tirs sont quand même améliorés. C'est plus naturel. C'est plus fluide, plus naturel. Mais peut-être aussi parce que effectivement il y a moins d'hésitation dans la prise de tir. Hein. C'est que globalement, je pense que là, Josh Giddey, l'an dernier, tu vois, il pouvait peut-être hésiter sur certaines situations à prendre le 3 points. Là, il est ouvert, il tire. Hein, globalement, hein. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart de ses tirs sont grands ouverts. C'est que
il se pose pas de questions, quoi. Il tire directement. Il l'a dit en interview récemment. L'an dernier, j'essayais de prouver aux gens que j'étais capable de shooter. Maintenant, je me pose plus la question, je tire. Voilà, si ça cogite moins dans la tête, ça peut aider aussi à fluidifier la mécanique et à faire augmenter les pourcentages. Et pour confirmer un peu ce que tu as dit, bah, il prend presque plus de pull-up. Là où l'année dernière, notamment en tête de raquette, après un pick and roll, il en prenait pas mal. Là, il en prend presque plus. Et globalement, il n'y a plus que 23% de ses tirs qui sont à 3 points à peu près. Et l'année dernière, il était à 31%. Donc ça, on y reviendra après sur ses capacités de drive, ses finitions autour du cercle. Mais je pense qu'il a amélioré sa sélection. Il se pose moins de questions. Par contre, quand il est ouvert, il les prend, notamment en spot-up, ou catch and shoot ou autre. Et il y a de plus en plus de field goal assistés pour lui. Donc il profite. On se posait la question, et c'est notamment ce qu'on avait mentionné, nous, au début de saison un peu loupé, il avait du mal à s'adapter, je pense, au retour de chez, et là, il commence de plus en plus s'adapter, son adaptation, c'est venu que les catch and shoot à 3 points, il les met et il les prend. C'est surtout ça, en fait, maintenant. Oui, c'est complètement ça, mais déjà, il y a une progression par rapport à l'an dernier, c'est que 37% de réussite sur les catch and shoot cette année. L'an dernier, il était à 31% sur les catch and shoot. Donc voilà, c'est déjà, quand tu passes de 31 à 37%, ça fait de toi un meilleur shooter. Même pas, il était à 24, j'ai dit des bêtises, c'était sur les pull-ups. Tu passes de 24 à 37% de réussite au tir sur les catch and shoot. Bon ça change complètement un joueur. Après, si on peut être un peu plus critique du tir à 3 points de Josh Giddey, c'est que un peu comme Isaiah Joe, c'est bien, c'est que les deux sont complémentaires. C'est Isaiah Joe, son spot c'est 45 degrés à gauche. Josh Giddey, son spot c'est 45 degrés à droite. Parce que vous prenez les stats, vous prenez la shot chart de Josh Giddey. Sur les 3 points à 45 degrés à gauche, il a 23% de réussite. C'est pas beaucoup. 11 sur 47. Sur les 3 points à 45 à droite, il est à 45% de réussite. Donc c'est quasi le double en fonction du côté dans lequel il se situe. Il prend très peu de 3 points dans le corner. Ça, c'est peut-être un truc sur lequel il peut progresser parce qu'il n'est pas inefficace, même si l'échantillon est minime. Mais techniquement, les 3 points dans le corner, c'est les 3 points qui sont les meilleurs. C'est les plus simples normalement à rentrer et les plus valuables. Mais oui, il y a une progression au tir. La complémentarité avec Shai Gilgeous-Alexander, on va peut-être l'évoquer plus en détail tout à l'heure, mais c'est sûr qu'elle aide bien. Vous regardez typiquement le match face aux Mavs, on enregistre juste après le match face à Dallas, match face aux Mavs, fin de match, t'as une séquence où Shai Gilgeous-Alexander vient driver, t'as 2 défenseurs qui viennent sur Shai, qui count pour Josh Giddey, qui sanctionnent. Ça, c'est des séquences que tu ne voyais pas l'an dernier. Et qui se répète de plus en plus, même c'est pas forcément du tir, mais contre Washington, le pass évade entre Giddey et Shai Gilgeous-Alexander pour tuer le match, tu ne voyais absolument pas ça l'an dernier. Donc oui, il y a une progression sur le tir. Il y a aussi parce que le collectif du Thunder, c'est pas qu'une progression individuelle, c'est toujours lié à un collectif, mais aussi parce que le collectif du Thunder est bien meilleur que l'an dernier. Tu le trouves dans des meilleures situations, un peu plus ouvert, un peu plus en rythme, un peu moins de statique, un peu moins statique. J'ai pas le mot exact, mais voilà, oui, c'est un tir qui est une progression au tir qui est très 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 satisfaisant et qui démontre encore une fois la très grosse éthique de travail de Josh Giddey parce que ça s'est pas fait à mon avis en 2 semaines. Ça a dû travailler tout l'été, je pense, pour faire ça. Et ça montre encore une fois que les rookies, quand ils arrivent en NBA, la plupart, c'est pas des produits finis, quoi. C'est capable de progresser au fur et à mesure des années. Surtout à 19 ans, je pense, concrètement. Aussi, ouais. Quand t'étais le 3e joueur le plus jeune de la draft, sachant que le plus jeune, aujourd'hui, il est plus dans la ligue. Mais ça, c'est pour des raisons hors basket. Autre. Ouais, pour revenir sur juste quelques points, je pense qu'il en prend très peu dans les corners, aussi dû à son utilisation dans le collectif du Thunder. Il est très en poste d'arrière, où il est très, on va dire, loin du panier, il est très peu à 0 degré, où il y a plus un J-Dub, un Dort, et encore. Et encore, mais plus les joueurs ailiers, on va dire, et moins les créateurs. Ensuite, ouais, son éthique de travail, c'est même quelque chose qui est retrouvé, je pense, pour tous les jeunes joueurs du Thunder. Quand on voit les progrès qu'il y a à 3 points cette année, effectivement, le collectif joue, mais je pense qu'il y a beaucoup de progrès individuels liés au coach. On nous parle beaucoup de chip et tout, mais Giddey aussi, Deno a mentionné les autres, etc. Bien sûr que ça a joué, mais leur éthique de travail... Tu vois, même les petits concours de tir qu'on voit de plus en plus, au final, ça joue énormément, je pense, sur ça et sur la confiance. Après,
les concours de tir qui sont remportés par Jalen Jalen Williams. Bon, on dira rien. Tu vois, c'est le match d'avant, le match d'après, il en a mis 2, je crois. Non, celui qui l'a gagné, c'est le match la veille de celui face à Dallas où il joue pas. Donc, je crois que c'est celui d'avant où il en met 2, peut-être, je sais plus lequel où il en met 2. Non, mais oui, non, mais c'est juste typiquement, c'est des petites choses où petit à petit ça va jouer sur la réussite à 3 points. Et je pense que collectivement, il faut se rendre compte aussi que c'est beaucoup plus facile de prendre un tir actuellement en rythme et ouvert dans le Thunder actuel que dans celui de l'année dernière. Ça, c'est évident. Petite question avant juste de passer sur le reste un petit peu de son jeu offensif. Bon, tu l'as dit, il flambe clairement depuis décembre, là. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Giddey devienne vraiment un shooter décent, on va dire autour des 35%, parce que là, il a ce chiffre-là, ou est-ce que c'est vraiment un feu de paille, ça va redescendre, ou voilà, comment toi tu le situes maintenant ? Pour moi, il faut attendre. C'est trop tôt encore pour répondre. Là, c'est tout le problème, c'est que début de saison, il était à 28, là, il est à 45. Si tu prends le mois où il est très mauvais plus le mois où il est très bon, t'arrives à un pourcentage qui est average, quoi. Je suis curieux de voir jusqu'à la fin de saison. Alors après, la fin de saison du Thunder, on sait pas comment ça va se passer, qui y aura, quel niveau de compétitivité. Pour l'instant, le Thunder est aux portes d'une qualification en play-off. On dit ça le 9 janvier quand même. Après 40 matchs joués, le Thunder est à 2 matchs de la 6e place. Mais j'attends de voir concrètement jusqu'au restant de la saison avant de donner un avis... peut-être pas définitif, mais déjà un avis avec un échantillon un peu plus élevé, parce que tu m'aurais posé la question il y a un mois, je t'aurais dit non, je t'ai dit il est incapable de tourner à 35% à 3 points en NBA. Là, il te sort un mois, ça fait même plus d'un mois où il est à 45% à 3 points, donc peut-être qu'il va rebaisser, mais s'il rebaisse et qu'il reste à 36-37%, moi ça me va largement. Donc j'attends de voir. Ça va forcément baisser, parce qu'il peut pas rester aussi chaud que ce qu'il est actuellement. Quoique, quand t'as des tirs à 3 points grands ouverts tout le temps, t'as quand même plus de chances de les réussir. Mais il y a un moment, il sera défendu, je pense. Ça me paraît très logique. Si tu commences de mettre 40% de tes tirs... Je ne le souhaite pas. Oui. Comme ça, les adversaires vont continuer de prendre 2 ou 3 points. Il en met pas non plus 5 par match, quoi. Il en tente 3 au total. C'est un peu comme Shea, quoi. Un échantillon un peu plus élevé, parce que Shea a quand même drastiquement réduit son échantillon de 3 points. Mais il en met pas non plus 4 par match, quoi. C'est pas Lou Dort, hein. Mais généralement il en met 1 ou 2 et ce 1 ou 2 peut décanter pas mal de choses pour lui. Donc j'attends vraiment déjà All-Star Break, ça fera un mois de plus, voir où il en est sur cet échantillon là entre le 9 janvier et le All-Star Break. Ouais, puis je te rejoins complètement sur tout ça, mais en fait maintenant quand il prend ses tirs ouverts là, moi j'ai confiance en fait. Et quand on regardait avant, je pense qu'on n'était pas serein. Quand t'avais Giddey en fin de match qui avait un grand 3 points ouvert, tu te disais, bon, est-ce que c'est vraiment ce tir-là qu'on va prendre ? Alors que là, maintenant, tu l'as cité, l'action avec Shea, tu te dis, vas-y, balance bonhomme. Hein. Franchement, tous les jours, on le prend celui-là, tu vois. Ce tir-là, vous voulez nous le donner, on va le prendre parce que le gars est en feu, il a confiance, il met dedans. Maintenant, comme tu l'as dit, il va falloir attendre un petit peu de la régularité sur plusieurs mois pour avoir la confirmation, parce qu'on a l'exemple avec Lou Dort qui enchaîne le très bon et le moins bon au tir depuis pas mal de saisons. Là, on va attendre de la régularité, mais je suis beaucoup plus confiant après ce qu'il vient de montrer là, où tu te dis, il est quand même capable de sanctionner efficacement sur une période de temps assez développée quand même, hein, 20 matchs peut-être. 16 matchs, hein. Ouais, tu vois, ça commence d'être solide, donc... non, 20 matchs, t'as raison. Ouais, je pense 20 matchs maintenant, et tu te dis, ok, maintenant on peut commencer de croire que il peut faire ça sur un peu plus de long terme, avec une meilleure sélection de tirs, etc. Pour le reste de son jeu offensif, moi, il y a un truc dont je voulais parler, et tu vas pouvoir compléter, je pense, avec plein de stats, c'est les drives, où en fait, je trouve, notamment cette saison, qu'il utilise de mieux en mieux son corps, et... avec une main droite, je vais dire archi dominante, parce qu'il finit très peu main gauche, il utilise très peu sa main gauche dans les finitions près du cercle, il arrive à trouver des solutions, notamment grâce à son avantage de taille bien souvent sur son défenseur, parce que ce qui est intéressant avec Giddey, c'est qu'il est majoritairement défendu par des guards en NBA, 38% du temps, il défend sur les guards sur ça. Mais il est majoritairement, j'ai perdu la stat, mais il est majoritairement défendu par des guards, donc il a un avantage tout le temps de taille en fait sur ces joueurs-là, et en fait ce qui lui permet
très souvent de soit driver main gauche, de mettre un coup d'épaule et de finir avec sa main droite par-dessus le défenseur. Donc il met un coup d'épaule main droite, il finit main droite, ça je trouve ça assez atypique. D'ailleurs, j'ai pas vu énormément de joueurs NBA le faire ça, en restant au sol, hein, parce que Guidi saute très rarement. Il fait aussi énormément de simples pas. Pour les basketteurs, ils verront ce que c'est, mais au mieux de, notamment quand il est à gauche, au mieux de finir gauche-droite, main gauche, il va faire juste gauche et finir main droite en passant un peu sous le pivot et en tirant plus vite du coup, et du coup il est avantagé par sa taille en faisant ça, il permet pas à la défense de revenir. Là où d'autres joueurs vont devoir se protéger en tirant main gauche, lui il va tirer main droite. Alors ça le favorise grandement de faire ça parce que je pense que sa main gauche est moins efficiente que sa main droite, c'est même certain. Mais tu vois qu'il commence de trouver les solutions pour utiliser son corps correctement face aux défenses. Et puis après, là, actuellement, que ça soit sur quand il fait un coast-to-coast, quand c'est sur un cut, quand c'est... Voilà, dans n'importe quelle situation, son flotteur, il est redoutable. Il est vraiment redoutable et t'as de plus en plus confiance en lui sur ces tirs-là et lui aussi a de plus en plus confiance. Donc je trouve que, tu vois, on l'a dit, il prenait moins de 3 points que l'année dernière, mais parce que là, il arrive de mieux en mieux à se déplacer dans la défense adverse, il a un meilleur handle, il a une meilleure finition près du cercle, donc en fait, il a moins besoin d'en prendre aussi. Je serais un peu plus dubitatif. Ah, moi, je marche beaucoup à l'eye test, et Constant va Non, me sortir les stats qui vont enlever ça, je pense. non, mais enfin, les stats corroborent totalement ce que tu dis. L'an dernier, il était à 29% de fréquence de tir près du cercle. 29% de ses tirs étaient des tirs près du cercle, c'est plus facilement compréhensible dit comme ça. Cette année, c'est 40. Donc il y a clairement une augmentation près du cercle. L'an dernier, il était à 57% de réussite au cercle, cette année, il est à 63%. Donc il y a une augmentation. Au niveau des drives, parce qu'on sait que le Thunder est une équipe qui drive énormément, il n'y a pas une augmentation, c'est même un tout petit peu en diminution sur les drives. Il en tentait 12 par match à 44% l'an dernier. Cette année, il en tente 11,2 à 47. Ça a augmenté en réussite au tir. Moi, les deux seules critiques que je peux avoir, c'est que son flotteur en début de saison était vraiment pas là. Là, il le retrouve depuis son coup de mieux, ce qui aide aussi grandement Josh Giddey à scorer. Le truc sur lequel je suis encore critique et le domaine dans lequel pour moi il doit vraiment progresser offensivement, c'est d'aller chercher des lancers. Quand tu fais 11 drives par match et que tu tentes 0.5 lancers par match sur ces drives-là, pour moi c'est beaucoup trop peu. Il faut vraiment qu'il réussisse à... Alors parfois il n'est pas aidé par les arbitres. Hein. Je pense que certains drives de Josh Giddey, si c'est chez qu'il les fait, il va les avoir les lancers. Mais il faut qu'il apprenne à créer le contact, à moins subir quand même physiquement certains contacts et à pouvoir aller sur la ligne des lancers, parce que c'est pas non plus le gars le plus mauvais sur la ligne des lancers, il a même progressé. Alors après, l'échantillon est minime, mais il est passé de 71 à 79% de réussite au lancer cette saison. Mais ouais, c'est le petit défaut sur lequel, pour moi, enfin c'est même un gros défaut sur lequel il doit progresser, parce que on voit globalement l'éclosion d'un Josh Giddey un peu plus scoreur cette saison que l'an dernier, même beaucoup plus scoreur cette saison que l'an dernier. S'il arrive à ajouter quelques lancers, j'en demande pas 11 par match comme chez, mais s'il en tente allez, 3 ou 4, ce qui pour moi ne me paraît pas non plus insensé quand tu tournes à 15 ou 16 points de moyenne, s'il a 3 ou 4 lancers par match, je pense que ça peut lui créer un peu plus d'espace justement pour ses drives et lui permettre d'être encore plus efficace. Après, pour son handle, je suis d'accord, ça a progressé, même si je le trouve encore perfectible. Pour moi, ce sera jamais un ball handler à lâcher, à la Treman. Je trouve que même en termes de handle, Jalen Williams c'est meilleur que lui à l'heure actuelle. Alors après, Jalen Williams est aussi plus vieux que Josh Giddey. Ça peut paraître bizarre, mais Jalen Williams c'est plus vieux. Après, il est trop grand, je pense, Guidi aussi, pour globalement... Je sais pas s'il est trop grand ou si l'envergure lui permet Oui, pas en partie. le manque d'envergure, parce que je crois qu'il a une envergure nulle. Envergure nulle, c'est même envergure que la taille. Ça n'aide pas en soi. Ça n'aide pas non plus défensivement. Mais ouais, c'est les deux points sur lesquels je suis encore un peu tatillon, même si c'est beaucoup demandé à un jeune de 20 ans qui est pas un scoreur naturel, c'est d'aller un peu plus sur la ligne des lancers. Mais oui, il y a des progrès. Il y a des progrès. Non, je te rejoins complètement sur ces deux défauts-là, notamment sur les lancers, et je pense que ça vient un peu de ce que j'ai essayé d'expliquer par rapport à ses prises de tir, où, comme il est souvent défendu par des guards, en fait, il va pas forcément passer son joueur,
il va le garder en fait en face de lui, il va lui tirer par-dessus. Et concrètement, t'as moins de fautes dans ce cas-là que quand t'as Shea qui blow-by son défenseur et que t'as le mec en net qui est en retard et qui vient essayer de le contrer ou autre, où il va forcément avoir des lancers, où les mecs, où Shea est très fort pour aller chercher les bras, etc. Guidi est pas du tout là-dedans. Et j'ai retrouvé ma stat, il est défendu 55% du temps par des guards, et donc du coup forcément ça l'aide largement. Non, je suis complètement d'accord avec toi sur tout le reste. Comme toi, je pense que son flotteur est revenu en même temps un petit peu que son tir. Je pense que c'est revenu en même temps que sa confiance. J'aime vraiment bien, par contre, on l'a pas encore dit, ce qu'il arrive à produire en contre-attaque ou en transition, où comme Shea, il a beaucoup plus tendance à accélérer le rythme encore plus que l'année dernière. Il va pousser la balle pour lui ou pour les autres. Il fait une passe à un moment en mode quarterback pour Kenrich Williams. Ouais, c'est contre Orlando. Elle est pas passée celle-là, enfin elle finit sur un 3 points, mais c'est pas un panier de Kenrich, mais tu te dis, ouais, celle-là, on a vraiment envie de pousser la balle, par contre, pour la tenter celle-ci. Après, est-ce que c'est en transition? Je me demande si c'est pas après un panier lancé. Oui, un panier mais tu vois, on arrive à créer des situations de surnombre ou de pseudo-transition après des paniers marqués. Cette année, ça, c'est assez incroyable. Non, je trouve un progrès. Après, là où moi, je suis peut-être un peu encore... je suis pas déçu du tout, parce que je sais que la qualité qu'il a là-dedans, mais on le voit peut-être moins à la création que l'année dernière. J'ai l'impression qu'à moins de moments où je me dis, là, Guidi vient de faire 4 passes décisives d'affilée, potentiellement c'est les mecs qui les loupent, mais il y en avait 4 qui étaient là, et en fait cette année j'ai l'impression qu'il crée un petit peu moins pour les autres. Alors il a un peu moins le ballon avec Shea à côté, c'est bien entendu, mais tu sais que c'est présent, mais t'as pas l'impression que c'est maximisé ce point-là. Autant le reste, j'ai l'impression qu'il est à l'aise et que c'est maximisé, on sait comment le mettre en valeur, autant ça, il y a un peu moins de situations, notamment sur pick and roll, où j'ai l'impression qu'on l'utilise. Alors ça viendra peut-être quand il y aura un intérieur potable dans cette équipe, parce qu'actuellement c'est pas trop le cas. à l'intérieur qui peut rouler surtout. Oui, aussi. Mais tu vois, j'ai pas l'impression qu'on l'utilise grandement là-dedans, en fait. Bah déjà, il y a une stat qui est toute conne, mais qui permet de témoigner de ce que tu dis, c'est que c'est Shai Gilgeous-Alexander qui a la meilleure moyenne de passes pour le Thunder cette saison. Tu ne pouvais pas, tu t'attendais pas forcément à ce que Shai soit le meilleur passeur du Thunder cette saison. Je suis d'accord, il est moins créateur que les autres. Il est moins créateur pour les autres aussi parce que tu parlais du fait que Shai avait beaucoup la balle, mais t'as aussi la progression d'un Jalen, enfin pas la progression, mais l'arrivée d'un Jalen Williams où tu lui donnes un peu plus la balle. C'est globalement le ballon circule plus et il y a plus de joueurs qui touchent la balle cette année que l'an dernier. Mais même si tu regardes les potentiels assists, qui sont une stat vraiment que je trouve exceptionnelle, mais qui est assez représentative de la baisse de création de Josh Giddey. L'an dernier, il était en potentiel assist, il était à 11.6, cette année il est qu'à 9. Sachant que l'an dernier, chez Gilgeous-Alexander était à 13, donc c'était théoriquement encore lui le meilleur dans ce domaine, et que cette année, il est encore à 11 et quelques. C'est l'un des meilleurs en potentiel assist de la ligue, ce qui montre à quel point Shai Gilgeous-Alexander est capable de créer pour les autres, contrairement à ce que certains détracteurs veulent nous faire dire. Mais oui, pour le reste, moins flamboyant à la passe, effectivement. Moins de situations aussi, comme tu l'as dit, sur pick and roll. Parce que l'an dernier, on pouvait critiquer Derrick Favors, mais de temps en temps, t'avais des pick and roll, je dis Derrick Favors. Là, cette année, en plus, avec le no man's land que représente le poste 5 au Thunder à cause des multiples blessures, ça devient de plus en plus compliqué. Disons que il est un peu plus passeur pour les extérieurs cette année, là où l'an dernier, j'avais l'impression que c'était un peu plus pour les intérieurs. On l'oublie parce que Mark Denlotte l'oublie aussi dans la rotation, mais le fait que Darius Bazley ne joue plus n'aide pas non plus dans les passes de Josh Giddey. C'est souvent les assists du Thunder, c'est sur des tirs à 3 points, sur des drives, etc. Josh Giddey, il est dans une saison où il est un peu plus responsabilisé au scoring, donc oui, il y a de la création pour les autres qui passent à la trappe, mais ça reste quand même un joueur, quand bien même il est moins flamboyant, assez exceptionnel pour la création, dans la création pour les autres. On en parlera après peut-être dans la partie projection de est-ce que ça peut vraiment devenir un scoreur, mais effectivement il est peut-être plus responsabilisé sur ça cette année. Et par contre, là, l'un des gros points pour moi de satisfaction sur ce début de saison, il faut qu'on en parle, on l'a dit à demi-mot déjà, c'est
c'est comment il joue avec Shea. En fait, il y a des nets progrès, notamment depuis quelques matchs sur ça. T'as cité quelques actions là qui ont très bien marché, mais même globalement, quand Guidi a la balle au début de l'action, que t'as Shea qui prend un écran non porteur et qui des fois met un backdoor qui se retrouve sous le cercle et qui a 2 points super faciles, quand tu vois des fois les paniers qu'il doit mettre, etc. En fait, je pense que Guidi peut énormément faciliter le travail de scoreur de Shea. Et qui commence d'avoir une petite connexion entre les deux assez intéressante, et là pour le coup sur des flashs comme ça, je pense à une situation, je sais plus contre qui c'est, mais où vraiment il te sort une passe de 45 degrés à l'opposé, dans la raquette, en plein milieu, Shea avait plus qu'à marquer, tu te dis, ce genre de situation, ça peut aider Shea à scorer, ça peut le pousser à jouer un peu plus off-ball des fois, et à jouer, attraper la balle et tirer, attraper la balle et faire 2 dribbles et finir, enfin tu vois, de limiter les actions où il doit faire 60 dribbles pour essayer de créer et avoir de lancers francs, et je trouve vraiment un progrès là-dessus. Je trouve qu'on essaie de les utiliser tous les deux, pas forcément chacun leur tour. Après, Shea tire énormément la couverture à lui sur pas mal de situations, et il y a besoin de ça pour gagner les matchs qu'on a gagnés, hein. On va pas s'enlever. Mais tu vois, je trouve que c'est plus fluide qu'auparavant, où vraiment c'était chacun leur tour. Et que, enfin, Guidi profitait juste des absences de Shea pour scorer plus, etc., et pour créer plus, ou que quand Shea était sur le banc, c'est lui qui prenait un peu la balle en main. Là, je trouve que c'est beaucoup plus fluide sur ces points-là. C'est encore un peu le cas cette année, soyons honnêtes. Oui, bien sûr. Non, mais oui, bien sûr. Oui, oui. Les cartons, enfin, ou les séquences où Shai Gilgeous-Alexander il met 8 points de suite, c'est souvent des séquences où t'as Guidi qui est sur le banc. C'est les fins de premier quart-temps, où il s'énerve un petit peu. Et les fins de troisième quart, ouais, c'est ça. Les troisième quarts, enfin, j'ai vu la stat passer, Shai Gilgeous-Alexander, il tourne à plus de 10 points de moyenne dans le troisième quart. Ça n'a pas été fait depuis 1996. Bon, ça aide de jouer les 12 minutes du carton, on va pas se mentir. Ça rejoint un peu ce que je dis, parce qu'au final, quand ils sont tous les deux, ils essayent de plus partager la balle, notamment Shea. Tu vois, ça me fait dire ça. Shea croque moins, on va dire. Ah, non, mais justement, mais aussi parce que, voilà, moi j'aime bien regarder les fréquences de passe, mais vous regardez l'an dernier, Josh Giddey, il y avait 21% de ses passes qui étaient à destination de Shai Gilgeous-Alexander. Sur ces 21%, Shea n'était qu'à 39% de réussite au tir. 39% de réussite au tir, c'est famélique. Hein. Cette année, il est toujours à 19%, c'est un tout petit peu baissé, mais Shea est à 51% de réussite au tir sur les passes de Josh Giddey. Il faudrait, tiens, je vais trouver la stat pendant que tu vas rebondir sur ce que je dis. J'aimerais bien voir dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça donne quand Shea fait la passe à Josh Giddey? Quel est le taux de réussite? Je pense que ça va bien augmenter aussi, ouais. Je pense que ça a bien augmenté. Mais oui, les deux ont complètement ont trouvé une nouvelle alchimie. Là aussi, ça s'est pas fait tout de suite. J'ai l'impression limite que Shea, ces derniers temps, fait plus d'efforts pour s'adapter à Josh Giddey qu'en début de saison où il faisait aucun effort. Il faut être honnête, il était exceptionnel chez Gilgeous-Alexander, mais il faisait aucun effort. Et ça peut d'ailleurs expliquer. Ouais, voilà, j'ai trouvé la stat en même temps que je parlais. 36% de réussite pour Giddey l'an dernier après une passe de Shea, 46 cette année. Donc 40% à 3 points. Ça aide bien. Donc voilà, les deux se trouvent mieux, les deux sont plus efficaces quand ils se trouvent. Et en début de saison, oui, Josh Giddey a pâti du début de saison absolument exceptionnel de Shai Gilgeous-Alexander, même si le reste est aussi exceptionnel, mais un peu moins. Tu vois que sur les derniers matchs, il tente moins de tirs qu'à une certaine période, il a moins de lancers aussi, c'est un peu plus collectif le jeu du Thunder depuis 2-3 semaines que vraiment à un moment où c'était Shea qui t'en plantait 37 tous les soirs, avec 19 lancers. Mais ouais, les deux fonctionnent bien, les deux ont plaisir à jouer ensemble, ça c'est important aussi parce que c'est pas le cas dans tous les duos, pour ne pas citer un duo du côté de Minnesota. Mais voilà, je trouve que il y a un début de complémentarité entre les deux qui naît, notamment parce que Shea a réduit ses 3 points et que Josh Giddey commence à être efficace dans ce domaine. Ça aide bien. Mais ouais, les deux commencent à... Il y a l'ajout de Jalen Williams, encore une fois, qui est à ne pas sous-estimer. Je trouve que ce J-Dub permet vraiment de faire le lien entre pas mal de joueurs de l'effectif et de l'avoir dans ces situations peut aussi aider parce que ça apporte une autre menace qui peut libérer soit Josh Giddey, soit Shai Gilgeous-Alexander, que ce soit en ball handling ou que ce soit en capacité de pouvoir s'ouvrir pour avoir un tir un peu plus ouvert. Facilitateur ultime, j'ai presque envie de dire, sur le début de saison. Vraiment, il fait un peu tout, il peut poser des écrans, etc. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant, mais qu'on n'a pas trop vu entre Shea et Giddey, mais des poses d'écran entre guards ou entre joueurs un peu plus petits,
notamment quand t'as pas de grand forcément pour rouler au cercle, c'est intéressant. On voit pas mal Isaiah Joe le faire par exemple, mais ça pourrait être intéressant peut-être de le voir avec Shea qui pose un écran pour Guidi ou l'inverse, donc pourquoi pas. Mais non, je suis d'accord avec toi, ça se voit que c'est en progrès, ça se voit qu'ils ont envie que ça marche tous les deux. Globalement, je pense que tout le groupe du Thunder, ils s'adorent entre eux, ils ont envie que ça marche ce groupe-là. Quand on voit, bien, ouais, quand tu vois que ce soit sur le banc, le hors-terrain, les entraînements, les Insta, ce que vous voulez, c'est toujours ultra positif ce qui ressort de tout ça. Sauf Darius Bazley, bizarrement. Ouais, il est un peu, il semble un tire peu en une dehors bonne des tronche, trucs. hein, Il est un peu en dehors du truc, ouais, mais non, globalement, on attend encore plus, bien entendu, hein, on attend que les deux atteignent un petit peu, soient en symbiose ultime et se poussent l'un à l'autre à scorer et à vraiment dominer le match ensemble, mais il y a des vrais progrès par rapport au peu qu'on avait vu l'année dernière, tous les deux ensemble, parce qu'il y avait peu de matchs, et merci, ça serait bien qu'ils restent en bonne santé tous les deux le maximum de temps, parce que là, déjà, les deux qui jouent voilà, la majorité des matchs, ils en ont loupé quelques-uns, mais ça aide largement. Ça aide largement, même pour Guidi qui reste pour l'instant en bonne santé sur la saison, ça aide largement. Et qui ne joue d'ailleurs moins de 31 minutes, donc c'est quelque chose qu'on pourra peut-être prendre en compte pour la suite, mais même dans ses stats, peut-être que s'il jouera un bon 33 minutes plus tard, quand il sera un joueur un peu plus affirmé, tu pourras voir un petit peu à la hausse ses chiffres bruts, on va dire. Bah, il joue moins que l'an dernier, hein. Oui. Après voilà, il avait beaucoup joué aussi sur la seconde partie de saison, mais j'ai pas la stat sous les yeux, mais je pense que effectivement tu dois pas être loin du total de matchs de l'an dernier que Shea et Guidi avaient joué ensemble. Rien que sur les 40 matchs de cette année, hein. Je pense pas, Shea déjà a joué la cinquantaine de matchs, Guidi en a pas joué beaucoup plus, sachant que Shea doit en jouer 11 ou 12 là en sortie de Star Break où Guidi est pas là. 50 moins 12, vous arrivez vite aux 40 matchs de cette année, quoi. Donc, ouais, je trouve que c'est en développement. C'est encore largement perfectible, mais voilà, ça fait aussi partie des satisfactions, des nombreuses satisfactions, j'ai envie de dire, du Thunder cette année. C'est qu'il y a de la progression individuelle, il y a de la progression collective, et même dans l'alchimie entre, pour l'instant, pour l'instant, Shea restera toujours, à mon avis, la pièce majeure de ton projet, mais pour l'instant, j'ai dit est le deuxième en attendant de voir potentiellement ce qui peut se passer via des trades, etc., etc. Mais de voir que les deux joueurs sur lesquels tu comptes le plus sont en train de développer une alchimie et une vraie connexion sur le terrain, et que tu vois globalement que les deux sont contents de jouer ensemble et que Shea commence à vraiment faire confiance à Guidi dans certaines situations. Mais pas que à Lou Dort, où Lou Dort prenait la confiance peut-être d'ailleurs. Ouais, Lou Dort, oui, il prend la confiance. Parlons peut-être, alors on a été assez dithyrambique sur Guidi, on a été plutôt très positif. Parlons peut-être d'un point un peu plus négatif quand même, c'est la défense. On l'a dit, c'était clairement pas son fort à sa draft, c'était pas le gros point positif non plus pour être gentil sur sa saison rookie. Comment tu le situes maintenant défensivement? Je vais te laisser commencer là-dessus. Ben, c'est toute la dichotomie de Josh Giddey, parce qu'en fait, si vous allez checker les stats vraiment très avancés, il est meilleur que l'an dernier. Je vais prendre un exemple, alors comment on peut le citer celui-là, ça va pas être évident, mais c'est le Defensive Box Plus Minus. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire une majorité des gens qui nous écoutent, et vous avez raison, c'est en gros un joueur average dans une équipe average. Et ensuite, si ton defensive box plus minus est positif, ça veut dire que t'es au-dessus d'un joueur average dans une équipe average. S'il est négatif, t'es en dessous. Josh Giddey, il est à moins 0.4 de defensive box plus minus. L'an dernier, il était à moins 0.9. Ça veut dire que c'est quasiment un défenseur average. Il est quasiment au niveau d'un défenseur average. Et que défensivement, ça progresse cette année. Il y a 2-3 stats, moi, qui me font plaisir, entre guillemets, quand je vois les stats défensifs de Josh Giddey et auxquels je m'attendais pas, c'est que en isolation, c'est pas un bon calcul de jouer Josh Giddey, puisque en points par possession, quand c'est lui qui défend, il en laisse que 0,88 à son adversaire. C'est mieux que chez Gilgeous-Alexander, c'est mieux que Luguensdort, c'est mieux que plein de gens. Après, tu peux toujours pondérer, mais je trouve que c'est quand même intéressant de voir qu'en ISO, Josh Giddey, c'est pas forcément le meilleur calcul de la Terre. Défensivement, je le trouve mieux quand même qu'en début de saison. En même temps, c'est pas dur de le trouver mieux que ce qu'il était en début de saison. Notamment, là, on ressort du match contre Dallas. Typiquement,
contre Dallas, il prend 5 fautes au début du troisième quart. Par contre, en seconde mi-temps, quand il revient à la quatrième quart, donc pas en seconde mi-temps, mais dernier quart, il est très bon sur les close-out. Je l'ai trouvé vraiment excellent, alors que OKC avait pris pas mal de tirs à 3 points grand ouverts de la part de Dallas. Vraiment sur les close-out, il y en a 2 ou 3 où je me dis, Giddey, là, il sait qu'à tel instant, il doit aller vers tel défenseur, il doit close-out vers tel joueur, parce que il y a Lou Dort qui va close-out sur quelqu'un d'autre. J'ai trouvé vraiment très intelligent dans ses déplacements. Après voilà, ça reste quand même pas terrible, on va pas se mentir. Il est souvent ciblé sur pas mal de situations. Il y a un certain nombre de fois, un trop grand nombre de fois où il est trop focalisé sur le point of attack. Un peu comme chez d'ailleurs. Globalement, cette équipe du Thunder regarde beaucoup le point of attack. Mais voilà, c'est en progrès. C'est largement perfectible parce que je maintiens que il a, quand bien même il n'a pas la mobilité dans le sens vitesse latérale suffisante pour défendre vraiment des top attaquants NBA, il peut quand même, pour moi, être au-dessus de ce qu'il produit actuellement. Mais quand tu vois la philosophie du Thunder et quand tu vois la culture, même si j'aime pas le terme, la culture défensive qu'il y a au OKC, tu peux te dire que ça va venir petit à petit. Alors, tu as dit beaucoup de points que moi aussi j'avais bien écrit, bien mentionné dans mes petites notes. Il y en a un que je vais rajouter d'abord, c'est que Giddey est quand même plutôt caché en défense et qu'il défend majoritairement des postes ailiers, voire des postes 4. Si je te cite juste un petit peu les joueurs qui défendent le plus, notamment en match-up par minute, Janet McDaniels, Herbert Jones, Patrick Williams, bon Michael Porter Jr. c'est pas forcément un cadeau, Cam Reddish, Grant Williams, Caleb Martin, John Conchar, Jabari Smith, Josh Hart, voilà, c'est quand même pas les attaquants primaires de chaque équipe, j'ai envie de te dire. C'est beaucoup de joueurs au football quand même. Hein. Oui, c'est beaucoup qui de joueurs naviguent au football. entre les écrans. Voilà. Moi, de ce que je vois après par rapport à ça, c'est qu'il voilà, il défend 53% je crois du temps des forwards, effectivement, parce qu'il est beaucoup plus à l'aise pour défendre des joueurs lesquels on a cités avec sa taille et son poids, parce qu'il est pas si fin que ça, Giddey d'ailleurs, plutôt que défendre des guards qui vont le jouer plus bas, qui vont le passer sur de la vitesse, etc. Ça c'est évident. Et ça lui permet, comme l'as mentionné un petit peu, en fait c'est des joueurs qui sont très off-ball, qui vont attendre loin du ballon, qui vont attendre notamment dans le corner, etc. Et Giddey, où il est le plus intelligent et où parfois le plus utile, c'est quand il est en aide, c'est quand il va faire les rotations défensives que je trouve qu'il fait plutôt bien, au moins dans les choix. Disons que quand comme tu l'as un peu mentionné, quand il voit que quelqu'un va aider quelque part, il comprend là où il faut aller, il sait quel joueur il doit aller, qui il doit couvrir, etc. Ce qui lui permet des fois de faire un peu d'interception haute, mais je trouve que dans la défense collective, il a une très bonne compréhension, et de toute façon, quand un joueur est aussi intelligent en attaque, j'ai du mal à le voir vraiment débile en défense, honnêtement, donc c'est pas très surprenant. Après, il manque énormément de mobilité latérale, comme tu l'as dit, même si c'est en progrès, ce sera jamais un grand défenseur, notamment sur les guards, il est toujours en dessous de la moyenne, et surtout quand tu compares à certains autres joueurs du Thunder, c'est compliqué, que ce soit chez Dort, J-Dub ou autre, ça défend bien plus fort. Et moi, il y a un point qui j'ai l'impression de voir depuis le début de saison, c'est quand l'équipe se met à défendre fort et défend bien, t'as l'impression d'avoir un Giddey très concerné, dans l'intensité, qui a envie avec les autres de défendre fort et de gagner des ballons. Et par contre, quand c'est en mode tout à l'attaque et que c'est pas un match défensif du tout et que la défense n'est pas forcément là, Giddey est l'un des pires. Vraiment, dans cette optique-là, c'est vraiment un de ceux qui va pas faire les efforts, qui va se faire passer, etc. Donc je trouve qu'il se met beaucoup au diapason des autres joueurs. Il va être dépendant du niveau un peu collectif de la défense. Alors vu que le Thunder est une bonne défense collective, il va se mettre au niveau petit à petit, mais je trouve qu'il y a justement quand le Thunder n'est pas bon défensivement, c'est pas lui qui va relancer la défense, au contraire. Non, bah non. Et en même temps, tu peux pas demander à Josh Giddey de relancer la défense. C'est pas possible. Non, je trouve que effectivement, défensivement, c'est, je sais pas comment si c'est vraiment un manque d'envie sur certaines séquences ou c'est pas de la flemmardise, mais je sais pas comment expliquer, mais il y a des moments effectivement où il fait pas forcément les efforts nécessaires à faire. Après, il y a rarement des séquences où vraiment Josh Giddey il est pris en flag parce qu'ils font rien en défense. Au moins dans les placements, il est là, Voilà. dans le positionnement et tout, ouais, je suis d'accord.
Donc c'est déjà motif d'espoir. Après, oui, effectivement, c'est difficile déjà le mettre sur des joueurs off-ball. Moi, je sais qu'il y a cette volonté de le cacher, mais mettre sur des joueurs off-ball, c'est pas forcément le truc le plus facile pour lui, parce que ça demande beaucoup de mobilité, ça demande beaucoup de déplacement, voilà. Mais le reste, Après, t'as des pour moi, tellement forts joueurs on-ball, notamment cette année, chez Dort, tu vois, que tu peux pas te priver de ces armes-là, tu vois ce que je ah veux bah dire non, aussi. c'est sûr. Mais et puis même enfin, il défend beaucoup de forward parce qu'en même temps, quand t'as paire de guards pour défendre des guards, c'est Oui. Gensort et chez Gideus Alexander, il y a pire. Hein, globalement, il y a pire. Même Jane Williams qui défend globalement à Tout peu le près monde. tous les postes. Donc voilà, c'est la polyvalence défensive du Thunder, notamment au poste de guard, fait qu'il se retrouve de facto à défendre des forwards parce qu'il est moins bon que ces trois-là. Même si J-Dub, défensivement, il y a quand même 2-3 trucs à redire. Mais oui, mais ça correspond aussi à cette philosophie du Thunder de switch à peu près partout, sur tous les écrans, surtout. Tu regardes, enfin voilà, tu prends le 5 majeur, par exemple, de cette nuit face à Dallas, c'est Giddey, Shea, Dort, J-Dub, Kenrich. Bah, tout le monde peut défendre quasiment du 1 à 5. Tout le monde peut se retrouver en switch sur un ailier, sur un guard, sur un pivot. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas Josh à se mettre en valeur. Parce que tout le monde doit switcher. Je suis d'accord. Après, je pense que c'est la solution pour l'instant, un peu de facilité de le faire jouer sur un Jaden McDaniel, sur des joueurs comme ça. Tu vois, et mine de rien, le fait d'être off-ball lui permet de pas mal s'exprimer aussi au rebond. Où du Mm. coup, il va pouvoir aller chercher les ballons, il prend beaucoup de rebonds pas contestés, mais parce que les autres joueurs vont défendre les gars, vont faire les écrans retard, et lui va aller chercher la balle, etc. Et du coup, je pense que ça permet aussi de valoriser ça, et que ça apporte un petit équilibre avec le reste. Mais effectivement, dans le futur, et notamment dans un futur où OKC sera très compétitif, eh ben, il faudra qu'il soit capable de défendre sur des switches, de défendre des guards qui vont chercher constamment à l'attaquer, parce que si tu te retrouves, on va dire, dans le 5 que tu as mentionné, bah moi, je suis le coach adverse, et si j'ai un guard dominant, je cherche à le faire switcher sur Guidi et de le jouer à chaque fois. Je suis Ah honnête, bah hein. complètement. Et c'est Après, on évident. a vu qu'en ISO, c'était pas Oui, non c'est ça plus... qui peut être aussi motif d'espoir, c'est qu'il arrive à tenir quand même pas trop mal le gars, et c'est vrai, s'il prend des paniers des fois, il y a quand même des actions où, comme tu dis, il est complètement à la rue, il prend un blow-by de l'espace, il y en a, mais pas non plus, c'est pas à chaque fois, quoi. Non, non, donc après oui, c'est sûr que défensivement, mais en même temps c'est à lui que tu laisses les rebonds sur lancer franc loupé. Donc du coup il y en a pas mal qui sont pas contestés. C'est aussi voilà, c'est comme pour Ross à la grande époque, c'est pour lancer des transitions globalement. Parce que quand tu vois sa qualité de passe, la touchdown passe, là bah voilà, c'est sûr que tu as envie d'avoir ce gars-là avec la balle dans les mains dès que le lancer franc est loupé. Après, défensivement, il faut être average. Il faut être average. Il faut qu'il réussisse à atteindre ce niveau average, même si dans les stats, il commence à en être pas loin. Il défend mieux que l'an dernier. Il faut qu'il parvienne à atteindre ce niveau où le Thunder peut avoir 5 défenseurs sans réelle liability. Ouais. Je pense que c'est aussi l'objectif, hein. Parce qu'on parle beaucoup du fait d'avoir pas mal de ball handlers sur le terrain, etc. Mais je pense qu'il y a une dimension de défense qui va de plus en plus être prise en compte aussi pour le futur. Là, on veut pas de joueurs incapables de défendre, et vous regardez ceux qui défendent pas, souvent ne voient pas forcément le terrain aussi, ou voilà. Je pense que par exemple, ce qui a coûté à Treman sur le début de saison au-delà de l'adresse, c'est qu'il défendait moins que l'année dernière. Et je pense que là, ça Bon, va c'est jouer. l'adresse quand même. Mais l'adresse a bien coûté, bien entendu, mais je pense que ça lui a coûté aussi défensivement, par exemple. Ou même un Joe, c'est quand il s'est mis à défendre un peu mieux qu'il a pu avoir le temps de jeu qu'il a maintenant, je pense aussi. Oui, mais même, Euh, enfin, on en a pas parlé pour l'instant, mais faut voir comment Guidi était sanctionné en début de saison par Marc ah oui, Delhaut aussi. c'est vrai qu'on l'a pas du tout Bah ouais, mentionné, mais oui. le nombre de fois où Josh Giddey en début de saison il s'est retrouvé sur le banc, même sur des fins de match. Hein. Il y a des fins de match où il est pas là, Josh Giddey, en début de saison. Maintenant, il les termine toutes, mais il y a des débuts de saison où, voilà, parce que défensivement, il était pas dedans, parce qu'offensivement, il perdait des ballons un peu stupidement. Tout ça, ça n'apparaît plus actuellement. Ça montre aussi son retour en forme. Ouais, et que c'est plutôt bien géré au final, parce que le joueur a rebondi après ça, tu vois, il s'est pas frustré, ou il n'y a pas eu de clash ou autre, c'est plutôt positif en fait que ça fonctionne de cette manière-là, ou au moins pour Josh pour l'instant. Mm, mm.
Parlons projection maintenant, pour finir un petit peu cet épisode, et je t'avoue que c'est le point le plus difficile pour moi de l'épisode. C'est très dur de comparer Josh Giddey pour moi à un autre joueur actuel de la NBA, peut-être que dans l'histoire tu vas m'en trouver d'autres. Je trouve pas vraiment de gars qui lui ressemble dans le profil, vraiment, de ce grand guard avec une qualité de tir encore en développement, élite à la passe, pas forcément gros défenseur, genre, c'est super dur à trouver. Je suis allé voir comme d'habitude ceux qui ont l'habitude de ce genre d'épisode sur 538 qui font des projections selon les stats, etc. Là honnêtement les stats n'avaient pas grand sens, j'ai vu du Josh Smith, j'ai vu du Lew Holding, j'ai vu des trucs... Ils ont pris le Winshare aussi. Ouais, je sais, ils prennent après, voilà. Des fois je trouve que ça a un peu de sens et ça peut donner des idées de comparaison. Autant là, ça m'a pas du tout parlé, donc je l'ai pas du tout pris en compte. Déjà toi, voilà, est-ce que en termes de comparaison pour l'instant de joueur, tu trouves qu'il y a un joueur pour lequel Didi se rapproche? Non, en rapport taille-poids, jeu, non. Après, l'an dernier, il avait quand même quasiment les mêmes stats que Jason Kidd rookie, avec à peu près les mêmes pourcentages de réussite au tir. Mais Jason Kidd, en saison sophomore, il tourne à 10 passes de moyenne, ce qui n'est pas le cas de Josh Giddey. Mais ça va être un peu bête, mais... Si Josh Giddey connaît l'évolution au tir qu'a connu Jason Kidd, c'est-à-dire de passer d'un non-shooter à un gars qui en fin de carrière tournait à plus de 40% à 3 points, moi ça me va très bien. Bah oui. Moi ça me va très bien. Non mais après c'est difficile parce que dans la NBA actuelle... C'est un profil trop atypique en fait, il n'y en a pas... Je sais pas, à quoi tu peux le comparer? Déjà, des mecs qui font plus de 2 mètres et qui tournent à... C'est parce 15, 8, 5, tu vois, Voilà, non, mais parce que tu peux dire, oui, Ben Simmons, mais Ben Simmons, c'était un pur défenseur, donc c'est difficile de trouver des éléments de comparaison ou un joueur vraiment à qui tu peux comparer à Josh Giddey. Il doit y en avoir, hein, je pense, ceux qui connaissent vraiment bien la NBA vont peut-être nous en sortir quelques-uns, mais là, de tête, je vois pas. Donc si jamais vous avez une idée, dites-le en commentaire, ou voilà. Parlons du coup maintenant projection que de nous on imagine, sans comparer à d'autres joueurs. Moi la question que j'ai envie de poser c'est, est-ce que Josh Giddey, c'est un choix 6, il stat, il progresse, etc. Est-ce que il peut être un jour All-Star? Ouais. C'est le truc, c'est qu'il va falloir se mouiller, parce que sinon je peux te répondre c'est trop tôt à chacune des questions. Oui, c'est ça. All-Star. All-Star. Déjà, Mike Conley était All-Star. Ouais, non mais ça, Kyle Korver a été All-Star aussi, oui. Ça veut rien dire ça. Mais déjà, si t'es pas à un minimum 20 points de moyenne, tu vas pas être All-Star, hein, globalement. Donc il faut déjà... La première question, c'est est-ce que Josh Giddey est capable de tourner à 20 points de moyenne? C'était la deuxième que j'avais. Voilà, c'est parce que même si t'es... hormis, vraiment, si t'es Ben Simmons et que tu tournes en 18, 9, 8, là, pour le coup, il y a moyen que tu sois All-Star, mais il faut que ton équipe soit vraiment très bien classée, il faut que t'aies une grosse présence défensive, etc., etc. Je sais pas. J'ai envie de dire non. Ou peut-être une fois, vraiment, si le Thunder est premier de sa conférence, ce que je souhaite, hein, arriver à un moment ou à un autre, mais moi je le vois pas être multiple All-Star, je le vois pas atteindre ce niveau-là, honnêtement, pour l'instant non. Alors moi je ferme pas la porte, parce qu'il a 20 ans, parce qu'il stat déjà fort, etc. Après son tir, ça peut être la swing skills, où il se met à scorer plus qu'on le prévoit, notamment du coup c'est ce que j'avais noté, s'il est capable de mettre 20 points. Maintenant, en fait, la problématique pour moi, c'est que pour l'instant, il est option 2 à OKC, mais que dans une équipe compétitive où potentiellement tu pourras avoir 2 All-Stars, est-ce qu'il sera vraiment option 2? J'en suis pas sûr. Justement, par exemple, on va prendre l'exemple, parce qu'un Chet prendra la place d'un Giddey potentiellement. Et que... Voilà, à voir. Tu vois, pour moi, si t'es vraiment compétitif, est-ce qu'il c'est ton option 2? J'ai encore des doutes. Mais par contre, si un jour il est tradé ou autre, ou que l'OKC n'est plus du tout compétitif et qu'il a tous les ballons, oui, il peut l'être. Mais dans une équipe compétitive, je suis pas sûr. Et pour moi, son plafond, ce que j'avais imaginé, c'est de mettre 18 points, par contre se rapprocher de 18, 8, 7, peut-être quelque chose comme ça, s'il a beaucoup de ballons. Pour moi, c'est son plafond statistique, c'est ça. Vraiment, s'il fait une énorme saison, si
ça se passe super bien, s'il a plus de minutes, plus de ballons, etc., qu'il est efficace, voilà, qui domine vraiment. Maintenant, est-ce que 18-8-7 c'est All-Star si tu mets pas 20 points par match, si t'es le deuxième ou troisième option de ton équipe? Je suis pas sûr. Alors du coup, moi ce que j'ai noté, c'est que ça sera un joueur border All-Star presque toute sa carrière, et peut-être qu'une fois, comme un Mike Conley, du coup sur un malentendu entre guillemets, il pourra l'être, peut-être qu'une fois, mais j'ai du mal comme toi à le voir, All-Star plusieurs années de suite. Par contre, j'ai pas de mal à le voir en mode premier créateur avec Shea et un autre joueur qui score à ses côtés et qui se régale de ses caviars. Oui, bah, de toute façon, moi, dans la conception que j'ai d'une équipe compétitive, et vraiment compétitive, hein, je parle pas du premier tour, il te faut un top 10 NBA, pour pas dire top 6 ou 7, et ta deuxième option doit être top 20. Typiquement, ce que fait Boston avec Jason Tatum et Jaylen Brown, ce que fait les Nets avec Kyrie, bien sûr, avec Kyrie et KD, j'ai mélangé les deux. Ce que font les Sixers avec Harden et Embiid, etc. C'est un peu que les Bucks, ils sont hors de ça, où t'as vraiment... Ouais, il y a quand même Chris Middleton, Jrue Holiday, oui, ça mais toque à la porte. T'as pas de top 20, mais t'as des bons top 30, quoi. Après, top 40, t'as le top 1, donc ça aide bien aussi d'avoir le top 1. Mais ce que fait Luka avec Doncic, voilà. Mais c'est difficile. Non, mais c'est difficile de... Je sais pas. Je pense pas qu'il sera top 20 NBA, ça c'est quasi sûr. Après All-Star, bon, déjà les équipes qui ont 3 All-Star, c'est de plus en plus rare. Il y avait les Warriors, mais en même temps, quand tu vois l'effectif des Warriors de la grande époque, tu fais lol. Mais c'est déjà des équipes pour 3 All-Stars, c'est de plus en plus rare parce que les bilans se resserrent. Vous regardez la conférence Ouest et la conférence Est, au niveau des bilans, dès que tu passes le top 3, c'est n'importe quoi. Donc moi j'ai du mal. Après voilà, moi j'ai répondu non pour me mouiller, ou j'ai répondu une fois pour la Kona pour me mouiller, mais voilà, il a 20 ans. Donc il faut pas non plus complètement fermer la porte. Je pense que déjà, tu disais est-ce qu'il va être capable de tourner à 20 points de moyenne. Je pense que quand on avait parlé de Josh Giddey durant l'été, ou même quand on a fait le bilan de la saison il y a de ça quelques mois, on disait déjà s'il tourne on avait du mal à envisager qu'il tourne à 16-17 points de moyenne. On se disait c'est son plafond. Là il est à 15,5. Donc pourquoi pas. Non, puis en plus, alors je suis en train de regarder en même temps, mais je pense que sur le dernier mois, il est pas loin des 20. Non, ah non, il a un peu baissé quand même. Mais là, il est à 17-8 sur janvier en 4 matchs, et il a pas croqué, quoi. Enfin, tu vois, il a pas pris énormément de tirs, il a Après, pas... c'est parce qu'il est ultra efficace. Il est ultra efficace, ouais, mais tu vois, s'il arrive à progresser peut-être au lancer franc, s'il a quelques minutes de jeu en plus, tu vois, je sais pas. Après, 20, ça sera dur à atteindre pour lui, je suis d'accord avec toi, et moi aussi, je serais plutôt d'avis de voter non, mais effectivement, son jeune âge, et mine de rien, le fait qu'il commence à mettre des tirs, peuvent me faire douter, tu vois, je me dis, ok, là, peut-être que le potentiel est un peu plus élevé, notamment avec les tirs que ce que tu pouvais imaginer, parce que je pense que toi et moi, on était moyen confiants sur le fait que ça devienne un shooter complètement régulier, décent, j'ai envie de dire. Tu vois, moi, 35%, c'est une énorme réussite s'il tourne à ça, hein. Vraiment. Ah bah oui. J'étais pas sûr du tout qu'il y arrive un jour, hein. Ah bah largement. Mais de toute façon, il y a une stat qui est très simple. C'est que l'an dernier, Josh Giddey avait 3 matchs à 20 points ou plus. Cette année, il y en a déjà 8. Sachant qu'il a joué 19 matchs de moins que l'an dernier. Donc voilà, moi je l'ai déjà dit. On a un Josh Giddey un peu plus scoreur, mais ça, je m'en voudrais de... Il a fait 3 matchs de suite à plus de 20 points, là je le vois. Charlotte, Philly et Boston. Bon, c'est 2 matchs où tu te fais éclater et un où tu as une performance offensive exceptionnelle. Mais ce que je vois de Josh Giddey actuellement, je préfère voir ce que j'ai vu de Josh Giddey là durant le dernier mois, c'est-à-dire grosse régularité au scoring, bien plus que l'an dernier, efficacité au tir, notamment à 3 points, plutôt que ce que j'ai vu l'an dernier où c'était des triples doubles, mais dans des équipes dans des matchs où tu perdais de 15 points, où il n'y avait pas Shea, etc. Je préfère cette version-là de Josh Giddey parce que je trouve que c'est une version qui est plus tenable dans une équipe compétitive et qui sera plus valuable. Et je trouve que déjà avoir de la régularité au scoring, c'est source de progrès et source de satisfaction.
C'est peut-être ça le mot de la fin, c'est que, comme je disais au tout début, il progresse de manière assez mature et utile, où ce qui monte là, c'est beaucoup plus valuable, comme tu l'as dit, dans une bonne équipe, et dans le fait de mettre des catch and shoot, le fait de perdre moins de ballons plus efficace, etc. C'est vraiment une progression pour être compétitif, c'est pas une progression pour stater et tirer tout ce qu'il peut individuellement de la situation actuelle d'OKC. Donc clairement, on est sur la très bonne voie pour Josh Giddey. Et on va arrêter là, on a fait un peu plus d'une heure sur cet épisode, c'était très intéressant d'échanger avec toi sur Josh Giddey. Je pense que n'hésitez pas à donner votre avis vous aussi sur le fameux Australien, sur ce que vous en pensez, sur où il va aller, s'il sera All-Star ou pas, des comparaisons aussi, on aime bien avoir. Donc n'hésitez pas à partager tout ça, n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Instagram, pour suivre toutes les actualités, et on se retrouve très vite, normalement dès ce week-end pour un live, on va quand même revenir un moment sur la bonne période du Thunder. Après, on est capable de perdre 4 matchs cette semaine, mais on va revenir sur la bonne période. Voilà, c'est pas compliqué de toute façon. On est à mi-saison, faut faire un bilan de mi-saison. Vrai, tu as raison, tu as complètement raison. Donc pour le bilan de mi-saison, on se retrouve ce week-end. Et voilà, passez de bonnes nuits NBA, salut. Salut.